Donc, Xavier est professeur à l'INSA de Toulouse, membre du laboratoire LPCNO, qui est un laboratoire de l'INSA, de l'Université de Toulouse et du CNRS. Il est également directeur de... Enfin oui, les noms changent, le labo reste. Il est également le directeur du LABEX, les Graduate School Nanox, que je connais un petit peu et apprécie la qualité et la direction de Xavier. Merci Ariel. Donc d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour m'avoir proposé d'intervenir lors de ces journées. Je suis vraiment très honoré. Donc je vais parler de choses beaucoup plus spécialisées que le très bel exposé de Claude et essayer de résumer au cours de cette présentation une vingtaine d'années de travail sur la physique du spin dans des boîtes quantiques auto-organisées. Donc c'est un travail qui a commencé à la fin des années 90. On verra, il y a encore quelques activités et donc qui a mobilisé beaucoup de monde, j'en citerai, mais entre notre équipe à Toulouse et puis avec des très très fortes interactions avec notamment l'équipe de Paul Voisin, Olivier Krebs, à l'époque du LPN Marcoussis, et évidemment des contributions très importantes au niveau de la croissance, et d'ailleurs ça continue. Je présenterai des résultats très récents avec des échantillons fabriqués ici au C2N. On verra que l'histoire a commencé à l'époque du CNED Bagneux avec Jean-Michel Gérard et je vous présenterai un petit peu ces premiers résultats. Alors d'abord, avant de plonger dans la physique du spin dans les boîtes quantiques, je voudrais dire quelques mots sur Jean-Yves. Je crois me souvenir que j'ai rencontré Jean-Yves pour la première fois au début des années 90, je crois que c'était en 1990, aux Journées de la matière condensée de la SFP à Montpellier. Il était venu voir mon poster, hein, j'étais en culotte courte et j'avoue que j'avais été très impressionné, très intimidé, parce qu'il se trouve que je connaissais, on commence à travailler beaucoup à Toulouse dans l'équipe avec Jean Barrault, Max Brousseau sur les puits quantiques contraints, avec des échantillons au départ, à la fin des années 80, de la compagnie General Electric, ça ne s'appelait pas encore Alcatel. Et après, il y a eu toute une activité pendant de très nombreuses années avec le CNED, puis Alcatel. Et donc, moi, j'étais très jeune et je commençais à essayer de comprendre la physique des puits quantiques. Et j'avais lu les premiers articles. On est ici pour parler des boîtes quantiques avec Jean-Yves, mais il a vraiment eu des contributions pionnières sur ces puits quantiques contraints et notamment des premières mesures d'optique, de luminescence, de transmission, comme dans ce papier, avec des échantillons, je crois, qui étaient déjà fabriqués par Léon Goldstein. Donc là, on parle de puits quantiques contraints et des premières mesures optiques où il observait les transitions excitoniques et il disait que c'était le premier système, au-delà du système modèle GAS qu'a bien représenté Claude, où on voyait les transitions excitoniques dans ces puits quantiques contraints. Et en fouillant un peu dans mes dossiers papier à l'époque, j'ai retrouvé aussi un article, un peu de revue, un chapitre avec Jean-Michel et avec Paul, qui résumait à l'époque, début 90, un peu la compréhension des propriétés et puis quantiques contraints, à la fois les propriétés structurales, les mesures optiques de l'époque, et puis les calculs sur la structure de bande, où l'idée était de prendre en compte, par exemple, les courbes de dispersion de la bande de valence, l'énergie en fonction du vecteur d'onde, bien l'impact de la contrainte, où il s'agissait de prendre en compte bien sûr le confinement quantique, mais également la contrainte. Et c'est des choses, comme l'a dit Claude, on sait que très bien, ça a été une véritable success story, puisque toutes les diodes laser télécom qu'on utilisent ces puits quantiques contraints. Donc pour moi, au départ, disons, je connaissais Jean-Yves, avec cette approche, les boîtes sont arrivées après. Il se trouve qu'après, on s'est croisés assez régulièrement. Quand je venais au CNED Bagneux, travailler avec Richard Planel, Jacqueline Bloch sur les excitons polaritons. Je croisais Jean-Yves qui dirigeait le L2M à l'époque. Richard Planel qui nous a aussi quitté évidemment beaucoup trop tôt. Et puis après, suite aux collaborations avec l'équipe de Paul, oui, Pascal, enfin, je venais souvent au LPN à Marcoussis, et eh bien, je croisais souvent Jean-Yves. On s'est beaucoup vu dans des comités, dans des jurys, et j'avais toujours plaisir de discuter physique avec lui. Il était toujours très pressé, on discutait physique très vite dans les couloirs. Mais bon, j'appréciais toujours les interactions directes avec Jean-Yves.
Alors voilà, alors maintenant je vais essayer de passer un petit peu aux travaux qu'on a réalisés hein, sur ces boîtes quantiques auto-organisées. Et puis la motivation à l'époque, bah, c'était, on venait beaucoup, on travaille beaucoup sur la physique du spin. C'est un peu, à Toulouse, il y a le cassoulet, mais chez nous, c'est un peu la physique du spin. Et on travaillait sur la physique du spin dans les puits quantiques. Et puis on se posait, ben, quand les premières boîtes quantiques sont sorties, ben, la motivation c'était de se dire, ben, qu'est-ce qui va se passer hein, sur le comportement des spins d'électrons, de trous, d'excitons. À partir du moment où on va plus avoir de bande d'énergie, mais on va avoir des états discrets. Donc c'était la motivation, notamment comprendre, hein, on s'attendait à retrouver des propriétés proches de ce qu'il y a en physique atomique et des propriétés, hein, des temps de relaxation de spin très longues, etc. Et donc, même déjà à l'époque, hein, il a été évoqué la possibilité de faire des portes quantiques avec ces spins d'électrons. Et donc, les deux, hein, on va voir qu'en plus de vingtaine d'années d'études, un quart de siècle presque, les deux effets principaux hein, qui vont driver ces propriétés de spin dans les boîtes, bah, comme on a un fort confinement hein, des électrons, des trous, on va forcer les interactions et donc les interactions d'échange hein, vont jouer un rôle très important. Et puis, comme finalement une boîte quantique, c'est un nombre relativement fini d'atomes, hein, on va mettre la fonction d'onde d'électrons va interagir avec un nombre assez réduit d'électrons, eh bien, on va avoir des effets très importants d'interaction hyper fine entre les électrons, les spins d'électrons et les spins des noyaux. Et donc, c'est ça, on a tourné autour de ça et on va voir, je vais prendre quelques exemples de ces travaux au cours du temps. Donc, évidemment, là, je ne vais pas hein, m'étendre hein, sur la fabrication, le point clé, hein, ça sera repris largement au cours de ces journées. Bon, je dois confesser que les premiers échantillons en boîte quantique qu'on a mis dans un cryostat à la fin des années 90 à Toulouse n'étaient pas des échantillons français, c'est des échantillons qui étaient un accent un peu russe. Mais très rapidement, on est passé, venant du IOFE, il se trouve qu'on travaille beaucoup avec le IOFE, physique du spin oblige, et très rapidement, on est passé avec des échantillons venant du CNET et du L2E à Bayeux. Et donc, comme je dit, la motivation au départ, c'était vraiment de se dire, avec la structure électronique typique hein, des échantillons de type Stransky-Krastanov, certes, on va avoir les états discrets dont Claude a déjà parlé, mais attention, les boîtes, évidemment, sont dans une matrice solide, poussent sur une couche quasi bidimensionnelle qu'on appelle la couche de mouillage. Tout ça, c'est dans une matrice d'arsenure de gallium. Et donc, comment allait se comporter si on injectait des électrons avec un spin donné, comment ça se passait sur cette dynamique au sein des boîtes. Et donc, quel est l'outil qu'on va utiliser pour étudier cette physique du spin? Eh bien, c'est rappeler que là encore, hein, c'est une grande histoire à laquelle Claude a contribué, hein, l'âge d'or de la physique du spin dans les années 70 et 80, hein, qui avait bien montré, notamment avec les travaux initiaux de Georges Lampel, hein, comment on pouvait exploiter le lien entre l'optique et le spin des électrons et semi-conducteurs, le pompage optique orienté, hein, qui va être une technique très utile, très efficace pour polariser en spin les électrons, les trous d'un semi-conducteur en utilisant la lumière polarisée. Puis une fois qu'on a polarisé les spins des électrons, des trous, des excitons, hein, quand ils vont recombiner, eh bien, la polarisation de la lumière réémise va être un peu un espion de l'état de spin quand ils ont recombiné. Et donc, on va pouvoir vraiment utiliser ces deux techniques qu'on utilisait beaucoup, hein, qui ont été utilisées beaucoup dans les années 70-80 dans le matériau massif, dans les années 90 un peu plus dans les puits quantiques. Et puis là, l'idée, ça va être de montrer qu'on peut jouer avec ces outils expérimentaux, la spectroscopie optique, ben, pour injecter, par exemple, dans les dernières expériences, un spin d'électron unique dans une boîte quantique unique. Mais je vous montrerai des résultats à la fin de l'exposé sur de l'injection électrique de spin dans ce qu'on appelle des spinlets. Voilà un peu les motivations de toutes ces études. Donc, je vais d'abord présenter un petit peu, rappeler un petit peu plus en détail les principes de ces expériences de pompage optique orienté et je passerai en revue quelques résultats hein, sur la dynamique des électrons, des trous, des excitons dans ces boîtes et je terminerai par des résultats, y compris récents, avec des échantillons fabriqués ici au C2N pour l'épitaxie par jet moléculaire sur injection électrique de spin. Donc, juste rappelons un peu les bases. Alors, pour commencer, parce que la symétrie est plus simple, commençons par un puits quantique. Hein, on va prendre, par exemple, un puits quantique de GAS. On va regarder la lumière polarisée circulaire droite qui se propage le long de l'axe de croissance, hein, perpendiculaire au puits. Eh bien, l'idée du pompage optique orienté, c'est de transférer le moment angulaire des photons
aux excitations électroniques photogénérées. Donc, si on utilise la lumière circulaire droite, c'est plus 1, eh bien, on va donc générer un électron dans la bande de conduction de spin moins 1,5, et puis laisser un trou, une absence d'électron à bande de valence, dont la projection de spin du moment total est 3,5. Là, je considère uniquement les trous lourds. Donc, 3,5 moins 1,5 plus 1, on a bien transféré. Et donc, si cet électron garde son spin au cours du temps, le trou également, la luminescence, le processus inverse, va être polarisé, va avoir une polarisation uniquement circulaire. Et si il y a des mécanismes de relaxation de spin pour l'électron, pour le trou, on va commencer à avoir éventuellement, par exemple, de la luminescence circulaire gauche. Donc finalement, en mesurant la polarisation de circulaire, on peut avoir accès à cette dynamique de spin des électrons et des trous des excitons. Alors pour les excitons, c'est un peu la même chose. Un exciton bidimensionnel ici, hein, si on excite la lumière circulaire droite, on va créer un exciton plus 1, un pseudo-spin plus 1, circulaire gauche, pseudo-spin moins 1, et puis on peut s'amuser à exciter avec de la lumière polarisée linéaire. À ce moment-là, on va créer une superposition cohérente plus 1 et moins 1. On va appeler ça un exciton linéaire, même chose avec de la lumière cross-polarisée Y. Alors, dans les boîtes quantiques, il faut un peu revoir la situation. Il faut toujours regarder un peu les symétries. Évidemment, la symétrie est réduite. Parce que ces boîtes quantiques auto-organisées, on les forme de pyramides tronquées, ce qui fait que quand vous mettez un électron et un trou dans la boîte, l'interaction d'échange entre l'électron et le trou n'est pas isotrope, elle est anisotrope. Et si on regarde bien, la théorie des groupes vous donne ça, que les états propres du système excitonique, c'est des états polarisés linéairement, X et Y, le long de deux directions cristallographiques, et il y a une séparation d'énergie de quelques dizaines de micro-EV qui ont été vues rapidement dans des expériences de boîtes quantiques uniques, au Manfred Bayer, par exemple, à Würzburg, où on voit sur une boîte quantique unique la recombinaison de ces deux états propres, X et Y. Alors, pour avoir un peu plus d'informations c'est un peu ce qu'on cherchait sur la dynamique, est-ce qu'il y a des caractéristiques propres à la dynamique de spin de ces électrons sur ces états discrets, contrairement à des bandes d'énergie. Pour résumer, disons, la physique de spin de l'âge d'or, la physique du spin des années 70-80, a bien montré que les mécanismes de relaxation de spin sont liés, en fait, aux bandes d'énergie et à l'interaction spin-orbite. Donc, s'il n'y a plus de bandes d'énergie, on se retrouve un peu comme physique atomique et on s'attend à avoir des temps de relaxation, des temps de cohérence super longs. Encore fallait-il le mesurer. Alors, on a vu que la boîte quantique, évidemment, elle n'est pas toute seule. Il y a un environnement, il y a une espèce de couche de mouillage, une espèce de puits quantique massif. Donc, si vous voulez avoir accès, on s'est vite rendu compte que pour avoir accès vraiment à la dynamique intrinsèque de ces électrons, l'idée, c'est d'aller exciter vraiment sur l'état fondamental des boîtes. Alors, c'est facile à dire. C'est-à-dire exciter vraiment l'état fondamental avec un laser, par exemple picoseconde, et puis détecter la luminescence exactement à la même énergie. Donc, comme ça, on squeeze tous les problèmes de relaxation, capture, via des bandes d'énergie au-dessus, et on a vraiment accès au comportement de ces boîtes quantiques. Alors, donc là, c'était les échantillons qui venaient du CNED Bagneux avec Jean-Michel. Alors, pour différentes raisons que je ne détaillerai pas, on les a mis dans une micro-cavité, mais en couplage faible. Grâce à ça, on a pu mesurer l'évolution au cours du temps de la polarisation. Donc là, c'est l'intensité de la luminescence au cours du temps. On excite à t égale 0 avec une impulsion picoseconde. Bon, dans les premières dizaines de picots, évidemment, on est écranté par la diffusion colossale du laser, on ne voit rien. Mais après, on va voir le déclin de la luminescence, 600 picots à peu près de temps radiatif. Et on voit la luminescence. Donc, on excite avec lumière polarisée linéairement, X par exemple, un état propre du système, et on voit le temps de déclin polarisé X. Et on voit un tout petit peu de luminescence cross-polarisée, c'est en log, et si on calcule le taux de polarisation, il est très élevé, de l'ordre de 80%. Et le point clé ici, ce n'est pas le taux de polarisation en lui-même, c'est qu'en fait, on ne voit pas de temps de déclin au cours du temps. Donc, il montrait qu'on a vraiment créé cet exciton et qu'au cours du temps, on gardait cette cohérence et qu'il n'y avait pas, ni pour l'électron ni pour le trou, de relaxation. Alors, si vous faites exactement la même expérience dans un puits quantique, ce qu'on a fait, des puits quantiques de GAS ou INGAS, vous faites une excitation résonante du puits, vous voyez les échelles de temps, les temps de relaxation, c'est quelques dizaines de picosecondes parce qu'on a ces bandes d'énergie et l'interaction spin-orbite et des mécanismes là qui sont liés à l'interaction d'échange d'excitons bidimensionnels que je ne détaillerai pas. Alors après, l'idée, c'est qu'on peut aussi s'amuser, c'est finalement, comme on a ces deux états polarisés linéairement, jusqu'ici, j'ai excité X ou Y, mais on peut exciter avec une impulsion polarisée circulaire droite. Ça veut dire qu'on va va pas créer un état propre du système, on va créer une superposition cohérente d'états.
Et ce à quoi on s'attend au cours du temps, c'est que le système va battre au cours du temps entre ces deux états propres. Et donc ça, c'est un travail qu'on a effectué avec l'équipe de Maria Chamorro. Je ne sais pas si ça s'appelait INSP à cette époque, mais peu importe. Tous les noms de nos laboratoires ont changé depuis, mais bon, Maria, c'est Maria, avec Christophe Tesla, etc. Et donc, on voyait l'évolution, là, c'est une manip pompe-son de dichroïde circulaire. T égale 0, on excite cette superposition cohérente d'état, et on voit au cours du temps un battement, des oscillations des composantes de polarisation. Il n'y a pas de champ magnétique, c'est simplement que ça oscille entre ces deux états propres. Alors évidemment, la déception ici, c'est que ça se dampe très vite, on voit quelques centaines de picosecondes, parce qu'en fait, toutes ces premières générations de manip, c'est sur des ensembles de boîtes. Les boîtes ne sont pas strictement identiques, la taille est un peu différente, l'état de contrainte. Et donc, de boîte à boîte, il y a une variation de ce splitting d'échange qui induit un damping. Alors, en fait, ça, c'est des choses, c'était vraiment le débroussaillage de ces effets. Aujourd'hui, ici, au C2N, dans l'équipe de Pascal, avec Loïc, avec évidemment tout le savoir-faire du C2N sur la croissance, avec Isabelle, avec Aristide, etc., ces boîtes quantiques, le même type de physique est réalisé, mais avec des résultats beaucoup plus spectaculaires sur une boîte quantique unique en microcavité. Ces boîtes qui sont exploitées par Candela, je pense que Pascal rappellera un peu toutes ces caractéristiques assez uniques ce soir. Les mêmes types d'expériences aujourd'hui sur boîte unique, vous voyez, ils atteignent des taux de polarisation linéaires en excitant X à 99,4%, tout en exploitant les caractéristiques de brillance, etc., de ces boîtes en cavité. Et maintenant, on peut s'amuser, même récemment, c'est un résultat très récent qu'ils ont obtenu, c'est non pas exciter X ou Y, mais avec n'importe quel angle de polarisation, on va créer une superposition cohérente d'états, bon, on peut parler de qubits, et on voit par exemple ici les oscillations sur ces boîtes uniques, c'est les mêmes oscillations que je présentais tout à l'heure, mais là, cette fois-ci, elles ne s'arrêtent pas, c'est sur une boîte, et avec des propriétés de cohérence assez formidables. Alors, ce que j'ai présenté jusqu'ici, c'est finalement le comportement du pseudo-spin d'exciton, électron-trou lié dans la boîte. Mais alors évidemment, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir aussi accès au comportement de la dynamique de spin d'électrons d'un côté et le trou de l'autre. Donc comment faire? L'astuce utilisée, ça a été de se dire, on va commencer à travailler sur des boîtes dopées. Alors d'abord des boîtes dopées ou imaginez qu'on a, avec un dopage, on va essayer d'ajuster le dopage pour qu'avant l'excitation optique, il y ait en moyenne un électron déjà présent dans chaque boîte. Et si on excite avec de la lumière polarisée, eh bien à ce moment-là, on ne va pas créer un exciton neutre, mais un exciton chargé. Puisqu'il y a déjà un électron présent, on rajoute un électron photogénéré et un trou, et forcément, l'état propre du système, c'est ce trion, cet exciton chargé X-, où les deux électrons forment un singulé, donc il n'y a pas de spin, spin -0, et c'est le trou qui est polarisé. Donc en faisant ces expériences, ça devrait nous donner la recombinaison, la polarisation de la recombinaison devrait nous donner des informations sur la dynamique de spin du trou. Et vous savez qu'en général, dans les 3,5 de matériaux massifs, même les puits quantiques, il y a un fort mélange d'états dans la bande de valence qui fait que le spin du trou est très fragile et il y a des temps de relaxation de spin très courts. Mais là, on se dit, normalement, dans les boîtes, ça doit être différent. Et effectivement, alors déjà, au niveau fabrication, là encore, c'était des échantillons, je crois qu'ils venaient de Bagneux. La première type d'échantillon, c'était de se dire de faire du delta dopage, de silicium dans la barrière, et en ajustant le dopage, l'efficacité de capture avec densité de boîte, eh bien, on pouvait viser avec tout un tas d'échantillons à peu près la cible d'avoir en moyenne un électron par boîte. Alors certaines boîtes avaient 0, d'autres boîtes 2, mais ça piquait sur 1. Et donc en faisant ça, eh bien, je crois que c'était le même type d'échantillon qui était utilisé par Philippe Boucaud et Sébastien Sauvage. On verra cet après-midi sûrement pour faire les mesures intra-niveau dans l'infrarouge. Et si on fait ces expériences-là on excite de manière résonante à nouveau, mais cette fois directement le trion, le trion négatif. Donc je vous rappelle qu'à ce moment-là, la polarisation qu'on va avoir va vous donner accès à la polarisation du spin du trou. Et bien là encore, c'est résonant, donc on se prend le laser, la diffusion du laser, mais après on voit la recombinaison radiative du trion.
et avec un très fort taux de polarisation circulaire. Pardon. Et là encore, on ne voit pas de temps de déclin pendant toute la durée de vie radiative. Donc, contrairement à ce qu'on a dans des massifs puis quantiques où le spin du trou relaxe. Donc, c'était un peu ce qu'on cherchait. Claude avait parlé des boîtes de 6 et à la même période, le même type de mesure était réalisé dans des boîtes quantiques CDSC, par exemple, et donnait le même type de résultat, des temps de relaxation de spin du trou extrêmement longues, comme on pouvait l'imaginer avec des états discrets. Alors, avec le même type d'échantillon, c'est un travail qu'on avait réalisé avec Paul et Olivier. Ils étaient encore à l'ENS à l'époque, mais sur ces échantillons de Jean-Michel du CNET, où l'idée, c'était de se dire, finalement, on a au départ un électron dans la boîte qui n'est pas polarisé de manière random, spin-up, spin-down. Et puis nous, on va venir avec une lumière polarisée circulaire droite, il va se passer des choses. Et à la fin, je ne vais pas rentrer dans le détail de la physique, eh bien, on a montré qu'on pouvait polariser le spin des électrons. Et donc, on avait une mémoire de spin qui tenait également pendant des temps beaucoup plus importants que ceux qu'on avait l'habitude dans les semi-conducteurs. Et on avait travaillé avec Gérald et Robson pour l'interprétation que je ne vais pas reprendre. Alors ça, c'était pour le dynamique de spin du trou. Alors maintenant, on peut travailler sur des boîtes dopées un peu pareilles, des boîtes dopées P. Avec la même astuce, alors j'ai oublié de dire qu'évidemment les premiers types de dopage, on les avait vus avec un delta dopage. Après, il y a eu des échantillons beaucoup plus sophistiqués qui ont été réalisés à l'époque du LPN par Aristide, où on avait un système de mer de Fermi et une tension, on appliquait une tension pour pouvoir à la demande injecter un électron dans la boîte, 2 électrons, 3 électrons, et donc et en travaillant sur la boîte unique. Donc là, c'est vraiment des choses plutôt sur des ensembles au début de l'histoire. Donc, si maintenant on travaille sur des boîtes d'OPP, on fait le même type d'expérience. Alors, ça faisait déjà des années qu'on expliquait partout que les temps de relaxation de spin étaient super longs, il y avait un blocage de la relaxation de spin. Et puis maintenant, on prend ces boîtes où là, on devrait avoir accès directement à la dynamique de spin des électrons. On fait la mesure au cours du temps. Et bing, ça marche plus. La polarisation circulaire de la luminescence au cours du temps, jusqu'ici, je vous ai montré des courbes qui ne déclinaient pas, puis là, on voit un temps de déclin sur quelques centaines de picosecondes, et bizarrement, ça ne tombe même pas à zéro. Après, on a quelque chose de très plat. Alors, on se doutait un peu d'où ça venait, parce qu'un point important, je vous ai dit, c'est que quand on met un spin d'électron dans la boîte, il y a d'autres spins dans la boîte. Il y a les noyaux. Et comme on force l'électron à interagir avec un nombre relativement réduit de noyaux, eh bien on s'attend à des effets d'interaction entre le spin d'électron qu'on a créé S et puis tous les spins des noyaux qui sont aléatoires. Il y en a à peu près dans une boîte, on peut estimer la fonction d'électron interagit avec 10 puissance 4, 10 puissance 5 noyaux. Mais en fait, cette interaction, elle peut se résumer à dire finalement, ça revient à ce qu'un spin d'électron interagisse avec un champ effectif Bn lié à ces spins aléatoires de noyaux, dont l'amplitude et la direction sont aléatoires de boîte à boîte. Et donc, si on voit qu'à ce moment-là, si je crée un électron avec un spin neuroné, il va commencer à précesser autour de ce champ effectif lié à l'interaction nucléaire. Et dans ces premières expériences, évidemment, on ne travaille pas sur une boîte unique. Donc, si vous mettez des spins d'électrons en rouge bien orientés dans chaque boîte, le problème dans chaque boîte, le champ nucléaire a une orientation différente. Donc, il faut moyenner tout ça. C'était un travail théorique qui était fait à la même époque par Merkulov ou Ioffe. Eh bien, on prévoit à ce moment-là que l'évolution de la polarisation de spin moyenne au cours du temps eh bien, a exactement le comportement qu'on mesurait, avec un premier temps de déclin qui est finalement lié au temps de déphasage lié à l'interaction du spin d'électrons avec les spins nucléaires de la boîte. Et il se trouve, alors pourquoi ça ne tombe pas à zéro, c'est qu'il y a des boîtes où eh bien, le spin d'électron et Bn sont parallèles, donc on n'annule pas, et donc on arrive à un plateau. Si vous mettez un tout petit champ magnétique externe, le champ effectif est de l'ordre d'une dizaine de millitesla, ce qui est pas, vous mettez 30-40 millitesla, puis c'est fini, à ce moment-là, vous avez un plateau, et le champ externe, l'interaction de l'électron avec le champ magnétique externe, surpasse l'interaction avec les spins nucléaires. Alors, plus tard, on a fait la même chose avec des trous, parce que si vous regardez un peu toujours l'âge d'or, la physique du spin des années 70-80, on disait, bon, a priori, un trou dans l'arsenure dans des 3,5, symétrie P, l'interaction principale entre un spin d'électron et les noyaux, c'est une interaction de contact, Fermi, donc il faut qu'il y ait un recouvrement entre la fonction d'onde électronique et le noyau.
Si vous travaillez avec des états S, bah, on se doute bien que la fonction d'onde S recouvre bien avec le noyau. Mais si vous avez des états P, le recouvrement entre la fonction d'onde du trou des électrons de valence et noyau est très faible. Donc, normalement, les noyaux doivent pas, les trous de valence ne doivent pas interagir avec les noyaux. Et en fait, là encore, un travail avec Maria a montré, on a beaucoup travaillé là-dessus et on s'en doutait aussi que finalement, bah, même les trous, parce que maintenant on a des trous qui étaient très stables, eh bien, il y a une interaction avec les spins nucléaires qui venait pas d'interaction de Fermi de contact, mais un terme un petit peu plus faible, qui est l'interaction dipôle-dipôle. Et donc, on a, à ce moment-là, ça fait un champ effectif un peu plus faible pour les noyaux, mais on a bien également un effet de déphasage induit par l'interaction des spins des trous avec les spins nucléaires fluctuants. Alors après, si vous voulez vraiment contrôler les spins des électrons, bah, vous pouvez mettre tout le monde d'accord et faire danser les spins des électrons en mettant un champ magnétique externe de l'ordre de quelques Tesla. Vous créez un spin d'électron suivant Z, vous mettez un champ magnétique de plusieurs Tesla, un spin d'électron suivant Z, un champ magnétique dans le plan, et à ce moment-là, les électrons vont précesser autour du champ magnétique, et quand ils sont up, ils recombinent, ils donnent un photon plus. Quand ils sont down, ils recombinent, ils donnent un photon moins, etc., etc. Et donc, on voit des oscillations au cours du temps, là qu'on contrôle par le champ magnétique externe, et qui permettent d'avoir accès au facteur de Landé effectif. Facteur de Landé effectif, il y a toute une métrologie qui a été faite pendant des années sur ce facteur de Landé, parce que ça vous donne également, c'est une sonde qui vous permet de connaître un petit peu plus les caractéristiques de la boîte. Vous pouvez être sensible à la contrainte, à la composition de la boîte. On dit toujours INAS, mais on sait qu'il y a du gallium aussi dedans. Et donc, ça peut aussi donner des informations là-dessus. Donc, en résumé, le spin d'électrons dans la boîte, certes, les mécanismes classiques en physique des semi-conducteurs de relaxation de spin sont bloqués, mais attention, il y a vraiment un effet extrêmement important de l'interaction de cet électron à boîte avec les spins fluctuants des noyaux. Donc, ça peut être une mauvaise nouvelle pour les propriétés de cohérence, hein, les gens qui veulent exploiter les propriétés de cohérence et superposition cohérente de spin de ces électrons. Mais pour nous, c'était aussi une bonne nouvelle, c'est qu'on pouvait jouer avec ça pour faire de la polarisation dynamique des noyaux, du pompage optique de spin, c'est-à-dire de transférer le spin d'électrons vers les spins des noyaux. Ça avait déjà été fait, là encore, hein, dans GS, à l'âge d'or de la physique du spin. L'intérêt ici, c'est que comme on a un nombre de noyaux réduit, même beaucoup plus réduit qu'un électron localisé sur donneur, par exemple, eh bien, on va avoir vraiment des mécanismes encore plus efficaces de transfert et de pompage de spin qui va vous permettre, en fait, de transférer le spin des électrons vers le spin des noyaux et atteindre des taux de polarisation de spin nucléaire de 50-60%. Si vous polarisez, donc comment ça marche, je ne vais pas entrer dans le détail de la physique. Au départ, vous avez une boîte et les petites flèches vertes, là c'est les spins des noyaux aléatoires. Eh bien, du fait de l'interaction hyper fine, vous excitez maintenant avec de la lumière polarisée un circulaire gauche, par exemple, et vous allez transférer le spin des électrons vers le spin des noyaux. Alors, c'est un processus extrêmement peu probable, mais le gros avantage, c'est qu'à chaque fois que vous renversez un spin des noyaux, les temps de relaxation du spin des noyaux sont tellement longs que vous allez pouvoir accumuler. Donc, si vous faites une excitation pendant quelques secondes, dans le massif, il fallait travailler pendant des minutes ou des heures. Là, en quelques secondes, eh bien, vous pouvez polariser le spin des noyaux à des taux tellement importants que si vous faites la somme de toutes ces spins, ça correspond à un champ magnétique de plusieurs Tesla. Et donc, si vous appliquez un autre champ magnétique externe, dans un cas, vous voyez là, le champ magnétique lié au spin nucléaire va se soustraire au champ externe. Ou si vous changez rien et vous changez juste la polarisation, à ce moment-là, vous polarisez les spins et noyaux dans l'autre sens, vous créez un champ nucléaire dans l'autre sens, et ça va se rajouter. Et donc, comment on mesure ça? Là, c'est évidemment, à ce moment-là, on était passé à travailler sur une boîte unique. Eh bien, tout simplement en mesurant sur une boîte unique le splitting Zeeman. Donc là, c'est l'intensité de luminescence d'une boîte unique en fonction de l'énergie. On met un champ externe de 2 Tesla, vous avez une séparation des deux raies polarisées, le splitting Zeeman, G mu BB, tout simplement. Vous faites la même expérience, là pour l'instant, c'est en excitant avec la lumière linéaire. Et donc, on n'apporte pas de spin, on ne polarise pas le spin des noyaux. Maintenant, vous excitez avec la lumière polarisée, dessous, juste circulaire. Eh bien, vous voyez que le splitting Zeeman, l'écart en énergie entre les deux composantes de polarisation a diminué. Si au contraire, vous excitez avec la lumière avec l'autre hélicité, ça va augmenter. Et donc, l'écart vous donne accès au shift over Hauser. Et une fois que vous avez le shift over Hauser, vous pouvez remonter au taux de polarisation du spin nucléaire.
Donc là, en fait, il y a eu toute une physique que je ne vais pas détailler, où c'est un système extrêmement non linéaire couplé. Hein. Le spin des électrons a une influence sur le spin des noyaux, le spin des noyaux a une influence sur le spin des électrons. Il y a des phénomènes de bistabilité, hein, des choses assez marrantes sur lesquelles on a travaillé et bon, qui avaient été résumées. À l'époque, on avait des interactions avec la Tata Shimamoglu à Zurich sans directement collaborer, mais on avait mis à peu près tout ce qu'on avait compris dans ce papier. Alors, je vais zapper cette partie-là. C'était l'occasion de montrer que cette physique du spin, on l'avait aussi, il y a des travaux faits avec Henri Mariette à Grenoble sur des boîtes quantiques auto-organisées GAN. Henri, tu m'excuseras, je vais zapper, j'ai plus trop le temps, je vais juste parler de SpinLED, mais bon, là, il y avait vraiment une physique assez comparable sur ces boîtes GAN. Vous aurez un exposé cet après-midi je crois, cet après-midi avec Nicolas Grandjean hein, sur des boîtes de grand gap. Alors juste, 2-3 minutes qui me restent, présenter une minute qui me reste, alors ça fait pas beaucoup, montrer qu'en fait, pour l'instant, j'ai montré qu'on pouvait initialiser le spin des électrons dans les boîtes en utilisant la lumière, hein, tout simplement, le pompage optique orienté. Mais en fait, depuis une vingtaine d'années, on a aussi travaillé sur l'injection électrique de spin. C'est-à-dire que l'idée, c'est fabriquer une LED où la couche active, c'est des boîtes quantiques, hein, donc c'est fait par MBE, là aussi, ça a été fait au LPN Marcoussis, plus tard ici au C2N. Et on va remplacer dans la LED un contact par un matériau ferromagnétique, du cobalt fer-bore, etc. Et donc, il va permettre donc, d'injecter, quand on va polariser la LED en direct, un classique, les électrons vont aller d'un sens capturé par les boîtes, les trous, parce que c'est d'OPP ici, vont aller dans l'autre sens, ça va donner la lumière. Mais si la couche est aimantée dans la bonne direction ici, eh bien, on va injecter des spins d'électrons hein, d'orientation verticale. Et donc, la polarisation émise sera contrôlée. Ce sera polarisée circulaire droite. On appelle ça une spinette. Alors, comme j'avais une demi-minute, donc tout ça, ça demande évidemment de travailler avec des gens du magnétisme, de la spintronique, beaucoup avec l'UMP CNRS Thales, où il l'a Beaufort maintenant, l'Institut Jean Lamour à Nancy. On voit ici, alors l'inconvénient au début, c'était une couche de cobalt, l'aimantation est dans le plan. Donc les règles de sélection qu'on a, malheureusement, ça nécessite de mettre un champ magnétique très fort pour remettre le spin dans le bon sens. Ça marche. Avec 2 Tesla, ça donne une polarisation, ouais, une quinzaine de pourcents, mais évidemment, tout le monde disait ça sert à rien puisque vous avez besoin de mettre plusieurs Tesla, et en plus ça marchait qu'à basse température. Mais petit à petit, alors voilà, donc la polarisation qui augmente avec le champ magnétique. Bon, grâce à tout le savoir-faire des gens de la spintronique, ben, on a commencé à travailler avec des injecteurs constitués par avec une PMA, perpendiculaire magnétique anisotropie, avec une aimantation verticale, hein, constituée de couches de FGO cobalt fer-bore. Et donc à ce moment-là, on commence à avoir la polarisation sans champ magnétique appliqué. Après plusieurs années d'optimisation, ça marche à température ambiante. On a travaillé sur la même chose sur boîte unique. Et puis, juste récemment, l'idée, ça a été de combiner ces spin LED avec l'effet bien connu en magnétisme de spin orbite torque, c'est-à-dire d'avoir une couche, la polarisation disons, l'orientation de l'aimantation, être capable, avec un courant, de la renverser. Vous savez, un courant de charge génère un courant de spin qui permet de renverser l'aimantation très utilisée dans nos collègues de spintronique. Donc finalement, on peut, avec ce système qui marche maintenant à température ambiante, avec des échantillons qui viennent d'ici pour la partie semi-conducteur, un gros travail réalisé par Yuan Lu à l'Institut Jean Lamour, où en mettant un pulse de courant dans un sens, dans l'injecteur de spin, on aura une aimantation dans une direction. On injecte des spin-up, par exemple, dans la boîte quantique et ça donne la lumière circulaire droite. On envoie un pulse de courant dans l'autre sens, on renverse l'aimantation et à ce moment-là, ça vous donne, vous voyez, une polarisation de signes opposés. Ça marche à 0 champ magnétique. Et comme ça, on peut moduler. Alors pour l'instant, on ne module pas à très haute cadence, mais maintenant, l'idée, c'est de travailler sur des systèmes qu'on pourrait moduler de manière à beaucoup plus haute fréquence. Ça devrait pouvoir marcher au giga, voire même plus. Voilà, donc je suis en retard. Tout ça, ça a, disons, impliqué évidemment un grand nombre de personnes, doctorants, post-doctorants, des collaborations que j'ai essayé de citer, j'en ai certes oublié. Et pendant toute cette période, eh bien, on croisait Jean-Yves et c'était vraiment, je pense qu'on peut saluer ici son rôle
un peu de bâtisseur de laboratoire, de directeur de labo. Il était dans toute cette période directeur du L2M, puis directeur du LPN, puis préparait la création du C2N. Et je pense qu'on peut saluer ici son rôle de visionnaire. Il a vraiment mis en place les conditions pour créer ces laboratoires où il y a vraiment ce continuum d'activité entre la croissance, les mesures optiques, les mesures de transport, la modélisation, mais aussi des laboratoires qui vont jouer un rôle important pour dynamiser la communauté dans un domaine. Là, j'ai pris un exemple sur la physique du boîte quantique, et y compris alimenter un peu des équipes dans des provinces éloignées, comme nos provinces toulousaines pour notre cas. Merci. Mais j'ai pas compris comment tu n'avais pas de polarisation dynamique quand tu avais ta relaxation dans tes boîtes dopées N ou P, parce que moi j'avais toujours de la polarisation dynamique. Alors, ta polarisation dynamique, si tu appliques un champ magnétique, tu crées une polarisation de spin d'équilibre et tu vas avoir une polarisation dynamique. Mais là, la grande différence avec toute la physique que tu as fait sur les spins des noyaux, c'est qu'une partie que je n'ai pas présentée ici, c'est que, en fait, le champ Knight est suffisant pour ne pas avoir besoin d'appliquer un champ magnétique externe. C'est-à-dire que tu peux pouvoir être dans une situation, si tu polarises tes spins à zéro, ils sont pas polarisés, et donc tu peux pas transférer le spin, tu n'as pas de construction de polarisation dynamique des noyaux. Le champ terrestre ne suffit pas. Non, le champ terrestre ne suffit pas. Mais on n'est pas si loin. On n'est pas si loin. On s'était posé la question. Sinon, dans tes manips de spin LED, la mesure de polarisation que tu mesures correspond au spin moyen dans ton ferromagnétique? Alors, oui, alors tu as le rendement, ça correspond, tu as plusieurs paramètres. Évidemment, le taux de polarisation que tu vas injecter venant de l'injecteur, mais tu as un ratio, puisque c'est l'expérience quasi stationnaire, entre le temps de relaxation de spin dans ta boîte et sa durée de vie. Et en fait, c'est là où on gagne avec les boîtes quantiques. Au début, on avait travaillé avec les puits quantiques. Il se trouve dans les boîtes quantiques, le ratio temps de relaxation de spin, temps de vie est beaucoup plus favorable. Ça te booste ton taux de polarisation stationnaire. Sinon, les courbes de polarisation suivent très bien les courbes d'aimantation que tu peux mesurer par SQUID par ailleurs. Juste une question, est-ce que ce que vous avez appris avec les boîtes quantiques vous a servi ou pas du tout pour les expériences et la compréhension dans les 2D? J'imagine dans les 2D, tu parles de nos jouets actuels avec le MOS2 et compagnie. Alors les 2D, pour nous, ça a commencé d'abord avec les puits quantiques. Et donc j'aurais tendance à dire que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que la physique du spin dans les puits quantiques ou dans le massif a fondé les bases de la compréhension et de l'analyse de ce qui se passait dans les boîtes quantiques. Aujourd'hui, dans les 2D, comme tu sais, les symétries sont extrêmement différentes. Là, on a des fonctions en gamma. Dans les matériaux de type dicalcogénère métaux de transition, on a les Vallée K. On a ces couplages spin-vallée qui sont très particuliers, qui étaient la motivation de commencer ces études. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de spin des noyaux. Donc, on ne joue pas beaucoup avec MOS2 dans ces matériaux. Pour l'instant, il n'y a pas les spins nucléaires. C'est malheureusement pas un élément qu'on peut exploiter dans ces matériaux dits 2D, mais les 2D avaient démarré avant de ces matériaux lamellaires. Merci. On va passer. Merci Xavier encore.